Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui et surtout bienvenue encore une fois à la 18e édition des ANED. Je suis Louise Berloin et je serai la coordinatrice de cette table ronde qui va porter sur le numérique responsable. Sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc, vous avez tout d'abord Greg Antoine, alumni TBS Promo 2005 et qui est aujourd'hui directeur général de TBS Alumni et qui sera pour vous aujourd'hui le modérateur de cette table ronde. Toujours sur le sujet du numérique responsable, ça n'a pas changé. Ensuite, je vous présente Dorothée Thibault, pardon, qui est ingénieure pédagogique, décidément je ne le retiendrai pas, ingénieure pédagogique à TBS et qui est également bénévole à Emmaüs Connect, dont on parlera un petit peu plus tard dans la table ronde. Je vous présente également Timothée Roblot, alumni TBS également, promo 2019 cette fois-ci, qui est aujourd'hui référent numérique responsable et porteur de l'offre responsable chez CGI à Toulouse. Et enfin, je vous présente Bella Lotto-Ifleur, qui est fondatrice et présidente de Point de Mire, maison de l'information plus responsable. Informatique plus responsable. Informatique plus responsable. Ouais, c'est vachement important. J'en parlerai après. Des petits mots comme ça qui prennent énormément de... Donc, maison de l'informatique plus responsable, et non pas de l'information, pardon, qui est une association pionnière qui est consacrée exclusivement à l'impact environnemental du numérique et qui s'adresse au grand public à travers des ateliers, des formations, des conférences, etc. Et qui a également publié aux éditions ADEME en 2020 le guide d'un numérique plus responsable. Donc la conférence, la table ronde plutôt, se déroulera en 2 temps, 45 minutes de discussion, puis il y aura 15 minutes de questions que vous pourrez poser à la fin. Donc n'hésitez pas à les noter ou à les garder en tête pour plus tard. Maintenant, je vais laisser la parole à nos invités. Et moi, je ne suis pas un invité, mais c'est pas grave, je suis là pour modérer. Bonjour à tous. On n'est surtout pas là pour parler de moi, puisque ce n'est pas moi l'expert, mais on vous a amené 3 experts qui, je pense, sont très très pertinents et on a tous des choses à apprendre d'eux. Donc ça, c'est la première chose, et je vais vous demander d'essayer de respecter la discussion et d'être attentif. Et je vais passer le micro juste pour qu'il se présente rapidement. Louise l'a très bien fait, mais sur ce qu'ils font et l'orientation du numérique avant qu'on vraiment rentre dans le sujet. Merci. Comme le disait Louise, je suis ingénieure pédagogique, donc à TBS, c'est-à-dire que je travaille avec vos enseignants pour construire des cours qui soient ludiques, efficaces et qui impliquent souvent des outils numériques aussi, Google, Campus, tout ça. Et en parallèle, donc, je fais du bénévolat dans une association qui s'appelle Emmaüs Connect et qui œuvre pour l'inclusion numérique, puisque on y reviendra plus tard, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas les compétences numériques. Or, c'est très important aujourd'hui et ça crée une fracture sociale. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis diplômé en 2018 et j'ai fait mon stage de fin d'études directement après CGI, après TBS, chez CGI, donc en tant que consultant en conduite du changement. Et au fur et à mesure de ce que j'ai fait dans l'entreprise, de ce que j'ai appris, je me suis dirigé vers toutes les activités ESG, RSE, parce que je suis devenu ambassadeur RSE. Et ensuite, le sujet du numérique responsable est venu à nous comme une évidence et plusieurs collègues ont monté une espèce de groupe de travail et en plusieurs années, on a porté le sujet autant au sein de CGI France, CGI Monde et aussi en interne, parce qu'on a créé une offre sur le sujet. Merci, monsieur l'ambassadeur. On est rarement devant l'ambassadeur. En tout cas, ce n'est pas tous les jours le cas. J'espère que vous vous amusez bien avec vos cours ludiques, parce qu'elle a dit ça en premier. Efficace. Elle a dit ludique, efficace. Oui, c'est souvent engagé. Voilà, je suis bien, ça devait être super drôle de travailler là. Donc moi, à part ce qui a été dit avant, j'ai peu de choses à dire, si ce n'est quand même des choses très importantes. C'est le plus dont j'ai parlé tout à l'heure, là, excuse-moi de t'avoir un peu refusé là-dessus, mais c'est hyper important parce que, information informatique à la limite, ce n'est pas le plus grave du tout. Ce qui était important, par contre, c'est le plus, parce qu'on considère, en tout cas chez Point de Mire, là où je travaille, l'association que je préside, je considère que c'est un oxymore parfait, un numérique responsable,
Le numérique est totalement irresponsable à la base et il a du mal à devenir responsable. Donc pour moi, c'est important d'avoir ajouté plus pour éviter des oxymores de type aussi Green IT et toute la clique. Parce que ça, c'est très. L'oxymore sert beaucoup de causes qui ne sont pas très bonnes. Et puis, une dernière chose, peut-être pour compléter ce que je fais ou qui je suis à travers ces titres-là, c'est le fait que je suis très attachée à l'équité. Et donc, seul est digne de toi ce qui est digne de tous, pour tous, c'est-à-dire que quelque chose qui serait profondément inéquitable ne me convient pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas, du coup, vous l'aurez compris. Et d'autre part, je suis plutôt une observatrice, alors, plutôt que de vouloir favoriser de la sobriété numérique telle qu'on l'entend maintenant, puisque c'est aussi une expression très courante, moi, je suis plutôt observatrice de l'ébriété numérique, c'est-à-dire que je me situe dans le camp assez critique finalement. Et puis c'est pas type parce que je ne suis pas dans une entreprise, je suis totalement libérée moi, parce que j'ai aucun compte à rendre, j'ai pas d'N+1, j'ai pas tout ça. Ce qui fait que c'est hyper fastoche de critiquer, de dire plein de trucs et d'être un peu poil à gratter. Voilà, c'est ce qui me définit entre autres. Voilà. Merci Bella. Et vous voulez conclure, on a pris un vrai risque en étant Bella à côté de TGI. Et c'est ça qui va être génial, je pense. Est-ce que vous pouvez d'abord parler, et on va peut-être commencer par toi Timothée, juste pour présenter très rapidement de quoi on parle quand on parle du numérique, avec quelques chiffres. On peut parler de la part globale du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est des choses qu'on connaît, peu ou pas. Voilà, nous donner quelques chiffres pour nous faire une idée. Si tu peux commencer, Timothée. Vraiment avec plaisir. Juste avant de commencer, je veux dire que je suis très heureux de faire cette conférence avec les personnes. Parce que dans les entreprises, on se sert beaucoup des travaux qui ont été faits par tous les livres blancs, par l'ADEME, par l'INR, on va en citer quelques-uns aujourd'hui. Et c'est vraiment hyper important pour nous d'avoir des chercheurs, des scientifiques qui vont faire tout ce travail-là pour que derrière nous, on ait juste à récupérer les informations. Pas grand-chose, on va planter la graine dans les entreprises et faire cette transformation. Et pour ça, on a vraiment besoin de gens comme Bella. J'ai rougi, mais ça se voit pas. Donc un grand merci et très heureux de partager aussi tout ça avec vous. Donc le numérique, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de 1,5 fois des émissions de l'aviation civile. Donc, ça a un impact considérable sur l'effet de serre. On voit aussi sur l'électricité. Si c'était 10% de l'électricité mondiale, ça serait un pays, ce serait le 3e pays. Et en plus de ce qu'on va voir sur le gaz à effet de serre, l'électricité, ça a des impacts énormes, soit social sur la fracture numérique, mais aussi sur l'extraction des ressources. Donc, pour construire tous nos téléphones et nos ordinateurs, on a besoin d'extraire énormément de ressources de plus en plus, et ça a des impacts désastreux sur l'environnement et sur différentes populations sociales. Je veux compléter. Oui, Sur les chiffres, si tu as des chiffres. Oui, pour donner les chiffres. Alors non, mais les chiffres, il n'y a pas de problème là-dessus. Je dirais que c'est pas le plus important à mes yeux, les chiffres, justement. C'est bien de les avoir en tête, clairement, hein, c'est bien de les ayez, c'est sûr. Mais je pense que c'est plutôt les ordres de grandeur qu'il vaut mieux avoir, parce que 4%, ça peut vous paraître vachement peu. Hein. Franchement, on dit 4%, si je ne sais pas quelles sont les émissions de gaz à effet de serre des autres secteurs, ça ne me dit rien du tout. Donc, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que si on n'a pas moyen de comparaison, c'est un peu compliqué. Après, c'est très bien, si on peut comparer, là, pour le coup, les 3-4%, on peut les dégainer, ça c'est clair. Mais voilà, donc pour moi, c'est les ordres de grandeur qui sont très importants, et notamment dans le numérique dit responsable, ou en tout cas dans cette discipline qui est, ma foi, très jeune, finalement. Elle a que une petite dizaine d'années, en gros, enfin plus. C'est que on a on a beaucoup d'incertitudes, en fait. Et c'est à la fois très désarmant, très inconfortable, et à la fois c'est extrêmement vivifiant parce que du coup, en fait, on est à la recherche un peu de la vérité, donc à chaque fois on va chercher. Mais on est vraiment devant une incertitude très grande. Donc, quand on dit 3 à 4%, c'est environ, c'est ordre de grandeur, etc. Et puis surtout, c'est à mettre il faut en parler avec des pincettes, quoi. Voilà. Ça, c'est très important. Ce que j'aurais voulu peut-être rajouter, c'est par rapport à ce qu'a dit Timothée, c'est effectivement la question moi, je mets au même plan. En fait, c'est aussi par rapport à mon évolution. Moi, ça fait 12 ans que je travaille sur le sujet. Et du coup, j'avais pas du tout les mêmes idées il y a 12 ans. C'est forcément, on grandit, quoi. Forcément, on vieillit surtout de mon côté, mais on grandit aussi. Et je ne pensais pas, par exemple, mettre au même niveau ce que je fais maintenant
la question des droits humains et du numérique, par exemple. Tout le désastre humain que ça représente en amont et en aval, y compris aussi dans la phase d'usage avec tous ceux qui nettoient notre poubelle numérique, par exemple, au jour le jour. Je parle des modérateurs de contenu, les travailleurs du clic, etc. Donc, c'est hyper important de voir en amont, quand tu as parlé d'extraction des ressources abiotiques, par exemple. Donc, c'est hyper important de mettre au même niveau la question des droits humains. On n'en parle jamais, y compris dans les instances et dans l'écosystème français. Je trouve que c'est un désert absolu. Donc, moi, je suis, comme j'aime bien, c'est mes trucs, bon, un peu gueule. Du coup, ça m'importe énormément de parler de ça. Et puis, la dernière chose, c'est aussi la question, mais ça, je pense que notre ami va en parler certainement, évidemment, c'est toute la question, évidemment, sociale que tu as évoquée aussi, sociale, à savoir à la fois la fracture et à la fois, donc vraiment le champ de NewsConnect notamment, mais aussi la question de l'accessibilité numérique du topo, et puis toute la question tout simplement de, voilà, la fracture en général. Si vous avez vu un film du type, moi, Daniel Blake, qui était de Ken Loach, qui avait eu la Palme d'Or il y a 10 ans, je crois, c'est extraordinaire de voir comment on peut être complètement foutu, parce qu'on est juste ébéniste et qu'on n'a jamais touché un seul ordi de sa vie, et qu'à 50 ans, on se retrouve au chômage du... C'est absolument incroyable de voir ce film-là parce qu'on vous parle de la fracture numérique. Et on vous en parle de manière tellement humaine que vous avez tout compris à la fin. Donc c'est un sujet éminemment de responsabilité. Donc la responsabilité, elle est vraiment très très grande. C'est pour ça que c'est pas que l'environnement. Moi j'ai cru ça au départ, mais en fait je pense qu'il faut vraiment élargir. Puis c'est après tout l'être humain qui utilise le numérique en soi, on s'en fout complètement. C'est ce qu'on en fait nous et l'usage qu'on en a. Et juste pour compléter sur la responsabilité, le numérique, c'est un secteur qui est très croissant aujourd'hui. On a un travail qui a été fait par l'ADEME et l'ARCEP notamment, qui montre que si on continue comme ça, si on continue le scénario tendanciel, on va avoir les émissions de gaz à effet de serre du numérique qui vont augmenter de plus de 300%, 375% en 2050. Donc il est nécessaire d'agir. Et pareil, la fracture numérique va continuer à augmenter. Le nombre de ressources commence à diminuer. Donc, on a plein de problématiques qui arrivent et il est nécessaire d'agir et de commencer à s'en rendre compte maintenant et d'être sensibilisé. Allez, merci pour ça. Moi, il y a deux choses parce que moi, j'ai joué le rôle de l'ignorant là-dedans. Est-ce que, moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à me poser des questions là-dessus, j'ai entendu le numérique, c'est surtout les emails. Donc, vous pouvez me parler un petit peu des emails, de la part que ça a dans tout ce que on pense, et du coup, là où sont stockés les emails, et notamment les data centers. Est-ce que Timothée, tu veux nous en parler peut-être? Avec plaisir. Merci pour cette question. En effet, on croit tous que vider notre boîte mail, ça va suffire. C'est comme le tri des déchets. Malheureusement, ça ne suffit pas. On voit que l'impact du numérique, 80%, c'est les ordinateurs, c'est des terminaux, donc les ordinateurs, les téléphones, les télés, les écrans, etc. Donc, il est essentiel d'augmenter la durée de vie de nos terminaux et de travailler sur autre chose que seulement notre boîte mail. On a aussi la vidéo aujourd'hui qui a une part hyper importante dans le numérique. C'est 80% du trafic Internet, c'est de la vidéo. Et un chiffre qui m'a effaré sur cette vidéo, il faut savoir qu'un tiers des vidéos, c'est des vidéos pornographiques. Donc, comme disait Béla, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le numérique qu'on peut vider, qu'on peut arrêter de faire, qu'on peut supprimer. Et ça réduirait un peu tout cet impact-là. Donc, l'email, c'est une bonne chose, c'est une première étape. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Pareil sur les data centers. Aujourd'hui, les data centers, en 2030, ce serait 3% de l'électricité mondiale. Mais on imagine que c'est l'impact principal du numérique. C'est faux, c'est vraiment nos terminaux, nos outils et nos usages qui vont influencer sur le data center. Avec plaisir, moi je peux compléter un peu ça. Non, volontiers, dans le sens volontiers pour compléter. Là où je suis d'accord et moins sévère que certains experts qui vont dire vous intéressez au mail, c'est ridicule, c'est complètement débile. Non, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que c'est une porte d'entrée pédagogique. C'est-à-dire que ça permet de considérer la matérialité avec un truc qu'on utilise tous les jours, donc c'est plutôt pas mal. Moi, par exemple, si j'en parle à ma mère qui a 87 ans, le mail, c'est une bonne chose de lui en parler. Parce que si vous parlez de cloud, elle croit toujours que c'est des nuages, ça plane à 100 000, quoi.
Donc, j'exagère un petit peu le trait, évidemment, ma mère est très bien, par ailleurs. Mais sinon, le fait est que, voilà, porte-en pédagogique, donc c'est bien. Après, moi, je dis toujours, par rapport au mail, c'est moins la question environnementale, pour le coup, parce que c'est vraiment le dernier petit truc à faire. En termes d'importance, on peut le faire tout à fait en parallèle avec tout le reste. Il faut tout faire en même temps, de toute façon, c'est clair. Donc, on a du boulot. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça nous pollue surtout la tête. Hein. Donc, c'est hyper important, hyper intéressant. Moi, j'y suis très attachée, je trouve que c'est une invention extraordinaire. Et j'en fais toujours beaucoup, et j'adore ce moyen de communication. En revanche, ça nous pollue beaucoup la tête quand on a beaucoup, quand on a des trucs, des copies, ça arrive, etc. Donc voilà, ça c'est important. L'important, c'est bien de réfléchir proprement à sa propre politique de mail. Qu'est-ce que moi je veux faire dans mon service? Qu'est-ce que je veux faire moi en tant que personne pour pouvoir communiquer par ce biais-là? Donc ça, c'est un premier point, mais du coup, c'est le tout petit éco-geste qui fait que, mais mine de rien, il a quand même une importance, ne serait-ce que pour comprendre la matérialité. Ensuite, je compléterai volontiers un dernier point, c'est le fait que, parce que là, du coup, tu as repris la question des émissions de gaz à effet de serre, dont il faut évidemment parler, mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est très très important, parce que peut-être ne le savez-vous pas encore, hein, et c'est le moment où j'invite, c'est qu'en termes de numérique, et notamment au niveau des impacts environnementaux et humains numériques, vous remarquerez que j'ajoute toujours humain quand même, c'est l'indicateur émissions de gaz à effet de serre, en tout cas l'indicateur dérèglement climatique, c'est vraiment le dernier, c'est celui qui arrive en 4e, 5e position. Donc c'est super pas important par rapport au numérique. Je ne dis pas, et là c'est la climato-sceptique qui vient d'être invitée par votre entreprise, parce que sinon Jean Colicini, là, il me tuerait. C'est pas du tout la question, hein. C'est simplement quelque chose d'extrêmement grave, le dérèglement climatique. Mais ce qui est grave, c'est de considérer que c'est le seul indicateur. C'est beaucoup plus grave de considérer que le climat est le seul indicateur. Donc ça, si ça peut faire écho dans votre tête, et la nuit prochaine, ça serait top. Parce que c'est vraiment fondamentalement important d'avoir cette vision en tête. Et du coup, les émissions de gaz à effet de serre, ça arrive en 4e, 5e position. Quel est le premier indicateur qui arrive en tête, à votre avis, pour le numérique environnemental, hein, d'après vous? Je me permets de poser une question comme ça, au cas où il y a la réponse. Je suis sûre qu'elle est dans les têtes, mais vous n'allez peut-être pas le dire. Mais... Ce qui est vraiment, enfin pas cruel, mais ce qui va vraiment être un gros souci à 2 nations près. Là, je vous ai donné un indice énorme. Dans 1 ou 2 générations, vous allez manquer de quoi? De quoi a-t-on besoin pour faire un ordi, juste au passage? En gros, 2 trucs. Pour le fabriquer et pour le mettre en route. Et pour le mettre en marche. De quoi on a besoin pour le fabriquer, juste comme ça? Alors, terre rare, c'est entre autres, mais effectivement, oui, c'est une toute petite partie, mais voilà, des ressources naturelles non renouvelables, qu'on appelle abiotiques. Concrètement, si vous faites pousser du cuivre, enfin, si vous semez du cuivre, il ne pousse pas. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ce qu'on appelle les ressources naturelles non renouvelables, dont les terres rares, qui sont une toute petite partie et qui posent des vrais sujets pour d'autres raisons, eh bien, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de numérique. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de numérique non plus. Donc, en fait, il y a 2 trucs, 2 ingrédients. Première perfusion, c'est la perfusion métallique. Deuxième perfusion, c'est la perfusion énergétique. Si vous n'avez pas les deux, vous n'avez pas de numérique. Et la question des ressources naturelles non renouvelables, donc tous les métaux notamment, et dont les terres rares, ça pose un problème déjà de raréfaction, de criticité aussi, géostratégique, etc. C'est le même topo que les semi-conducteurs taïwanais et compagnie, ça va vraiment poser des problèmes de plus en plus à tout point de vue. Mais ce n'est pas seulement géologique, hein, c'est vraiment une criticité globale. Et tout ça pour dire que si on s'intéresse au dérèglement climatique, on n'a pas de numérique pour autant. C'est-à-dire que si on arrivait à faire genre neutre en 2050, ce qui est complètement stupide et indigent comme affirmation, eh bien, même si on arrive à le faire, vous pouvez toujours courir, vos ressources abiotiques, vous ne les aurez pas dans la poche. Hein. Le puits n'est pas sans fond. Donc j'insiste énormément là-dessus parce que se focaliser sur le dérèglement climatique, globalement, ok, mais ça ne fait qu'une seule chose, ça décomplexe finalement. Ça décomplexe l'économie business as usual et ça nous fait regarder totalement ailleurs alors que l'essentiel, il est vraiment global et beaucoup plus systémique que ça. Donc c'est extrêmement important, et notamment puisqu'on parle de numérique. C'est pour ça que je me permets d'insister.
Juste rapidement pour compléter, en effet, si on regarde aujourd'hui, on a de moins en moins de ressources. Et pour citer la personne que vous avez hier, les ressources, c'est comme des œufs de Pâques. Donc, imaginons qu'on trouve en premier les plus gros œufs, on trouve toutes les ressources qui sont faciles à trouver. Et maintenant, on arrive au fil du moment où c'est la fin de journée de Pâques et on a du mal à retrouver la grand-mère à cacher les petits œufs. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est en train de chercher tous les petits œufs. On est en train de... Donc, les petits œufs, pour les retrouver, il faut prendre de plus en plus de ressources. Par exemple, pour le gallium, il faut 50 tonnes de minerais pour 1 kilo de gallium. On est en train de retourner totalement l'environnement pour pouvoir retrouver quelques ressources. Et ça crée des énormes conflits géopolitiques en ce moment et des gros conflits diplomatiques. Et c'est vraiment important de s'en rendre compte. Juste, je préciserai un truc, c'est paradoxal, mais on va vers beaucoup plus de numérique dans notre vie. Et voilà, je voulais juste dire ça. C'est fondamental. On est complètement d'accord. Et je pense que c'est vrai que vous avez fait une très belle transition sur ce dont vous voulez qu'on aborde un petit peu. C'est justement tous nos appareils, tous nos terminaux, tous nos devices en anglais. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu cette question-là pour comprendre un petit peu de quoi on parle, le cycle de vie, ces machins-là, qu'est-ce que ça représente en termes d'échelle, encore une fois, d'échelle de valeur, en termes de déchets, en termes de ressources dont ça a besoin. Et en plus, après, ça va nous aller vers la question du social, effectivement, qui est très importante. Je fais mal à chaque fois. Faut savoir que votre téléphone, quand vous l'achetez, je vais rester sur les impacts environnementaux, mais le gaz à effet de serre, mais derrière, ça induit tous les autres facteurs dont on a parlé tout à l'heure. 90% des émissions de CO2 de votre téléphone, c'est au moment où vous l'achetez. Donc, ça va être lors de sa fabrication. Derrière, quand vous allez regarder les vidéos, tous vos usages et tout ça, ça sera 10%. Donc, quand vous faites le choix de votre téléphone, c'est un choix que vous allez faire. C'est vous qui devenez consommateur. Maintenant qu'on vous a dit tout ça, j'espère que vous allez faire attention à les acheter sur Back Market et à essayer de les garder le plus longtemps possible. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir étendre la vie du numérique et vous permettre d'avoir un numérique plus adapté. Je prends l'exemple du téléphone, mais c'est pareil sur les ordinateurs, sur les télés. On voit dans les magasins de plus en plus de télé avec des écrans gigantesques. Et chaque écran, ça demande de plus en plus de ressources. Et on est en train d'augmenter tout ça de manière croissante. Pareil, l'IoT qui arrive dans les 10 prochaines années, ça va tripler les objets connectés. Donc, c'est essentiel de se poser les bonnes questions et de ralentir toute notre consommation de ces produits numériques. Alors, premier point de désaccord. Non, mais c'est pas de désaccord, mais tu as cité une boîte très connue qui fait tellement de pubs qu'on n'a plus besoin d'en parler, qui commence par un B, qui finit par un T, voilà. Ils font des pubs assez sympas, notamment sur des chats récemment. Ils ont fait vous dire que ça, c'est un bras pour faire cette vidéo d'ailleurs. L'histoire des 9 vies des chats. Mais non, je fais exprès un petit peu là-dessus, c'est que tu as tout à fait raison, évidemment, de penser à du reconditionné, mais je crois que justement ta voisine pourrait dire aussi que si, enfin, je ne veux pas te parler pour toi, mais donc du coup je parle pour moi-même, mais le reconditionné, si on peut le trouver dans l'économie sociale et solidaire, c'est carrément vachement mieux, de mon point de vue, voilà, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, cette expression économie sociale et solidaire, elle n'existe, attention, parce que là, je vais dire un truc énorme. Elle n'existe que parce que, donc, ESS, économie sociale et solidaire, diantre. Ça n'existe que parce que l'économie classique, apparemment, n'aurait pas été sociale ni solidaire. Ouch. Donc, ça fait méditer. Pour revenir à ça, moi, j'aurais tendance à dire que, voilà, si on peut privilégier alors, pas seulement l'économie sociale et solidaire, qui est loin d'être parfaite, en plus. Hein. On peut être dans l'ESS et puis faire du mauvais boulot, etc. Mais par contre, c'est quand même, on est un petit peu plus proche du bien commun, ou en tout cas de l'intérêt général. Mais par contre, j'aurais tendance à dire aussi, là, c'est plus pour la partie environnementale, c'est aussi privilégier le reconditionné local. Et je sais qu'en Occitanie et à Toulouse, vous avez des trucs. Donc, c'est pas la peine d'aller voir Back Market qui en plus achète, je les connais bien en plus, ils ont même parrainé un de mes événements il y a 10 ans, enfin il y a 10 ans non, parce qu'ils n'existaient pas, il y a quelques années. Donc on s'entend encore bien, mais ils savent très bien ce que je dis sur eux.
C'est simplement qu'ils achètent en grande quantité, souvent. C'est pour ça qu'ils ont énormément de choix. Apple, par exemple, vous avez remarqué quand même, hein, ils sont quand même très bien achalandés là-dessus. Ils achètent en grande quantité du reconditionné. Je ne mets pas ça en cause, hein. Simplement que c'est une autre façon de parler du reconditionné. Le reconditionné local à la Emmaüs Connect, ou en tout cas aux ateliers du bocage, c'est carrément du reconditionné local, ESS, et en plus, qui fait effectivement travailler des personnes en situation de fragilité, etc. Donc, c'est franchement le top, c'est-à-dire vous cochez toutes les cases idéales. Voilà, vous faites des choses bien tout en faisant en plus environnementalement quelque chose. Dernière chose aussi, c'est que effectivement, tu as redonné le chiffre des gaz à effet de serre par rapport à la fabrication. Moi, je veux bien donner aussi celui qui, donc si on considère qu'il y a 3 phases principales, hein, on enlève la distribution, parce que ça, c'est pas catchy, mais c'est très, très, très peu, même si c'est toujours émetteur, hein, mais c'est quand même moins. Extraction, fabrication, utilisation et fin de vie. Pour l'extraction-fabrication, qui est en fait la première étape bicéphale, hein, on extrait des minerais, puis on va assembler, puis on fait tout ça. C'est 80% des impacts environnementaux globaux. Qu'est-ce que c'est les impacts environnementaux finalement, parce qu'on ne les a pas nommés? C'est à la fois effectivement la question du dérèglement climatique, mais ça c'est très peu, mais c'est déjà beaucoup. Et puis c'est effectivement la question des ressources abiotiques, c'est la question des, bon, en France, des radiations ionisantes, parce on a quand même 70% de mix énergétique à base de nucléaire. Ça, Jean Covici, il est quand même assez content parce que ça lui arrange un peu le bas carbone français, clairement. Et puis, la question aussi de tout ce qui est énergie primaire. L'énergie primaire, je le rappelle, c'est l'énergie qu'on va utiliser pour fabriquer de l'électricité. Donc, l'énergie primaire chinoise, elle est beaucoup plus carbonée, bien évidemment, que l'énergie française, l'énergie primaire française, qui va être nucléaire. Après, est-ce que c'est mieux? Ça, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai une idée, voilà, un point de vue, mais je n'ai pas la réponse. Donc, c'est important de voir que tout est focalisé sur l'extraction-fabrication, quels que soient les indicateurs évoqués. Donc, ça veut dire qu'en effet, si on passe son tour d'acheter neuf et qu'on va acheter d'occasion, déjà acheter tout court, ce n'est pas la bonne idée. Acheter rien, c'est mieux. Mais si on doit, évidemment, parce qu'on a besoin de matériel, bien sûr, à ce moment-là, il faut faire reconditionner. Une dernière petite chose, c'est la question aussi du désastre humain absolu, mais peut-être qu'on en parle après. Donc, du coup, on en parle après. Le désastre humain de la première étape. Mais non, mais mieux alterner, parce que sinon, ma voix est un peu monotone, peut-être. Et tu m'avais conseillé de te reprendre le micro de force si besoin. Absolument. Merci Béla. Mais c'est très bien parce que la transition, c'est exactement ça. Il y a 2 sujets que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, c'est la problématique de l'eau. Du coup, quelles sont les conséquences sur l'eau? Et du coup, en vrai, si on peut aussi en arriver sur le social et tout ce que ça représente, notamment dans les pays d'extraction minière, pour essayer d'expliquer un petit peu. Je crois que tu as une anecdote, Timothée, et Béla aussi en a une. Et peut-être que toi, Dorothée, tu veux dire un mot. En effet, c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. C'est qu'il y a 2 ans, j'ai eu la chance de prendre une année sabbatique et d'aller traverser l'Amérique latine à vélo. J'ai traversé l'Amérique latine par les Andes, donc des endroits à plus de 4000 mètres d'altitude. C'était incroyable, magnifique. J'ai fait ça avec celle qui va devenir ma femme. C'était un beau moment. Mais il y a un gros mais. Il y a un gros mais, c'est que pendant qu'on était en altitude, dans des endroits très difficiles d'accès en voiture, en camion, etc., on a traversé énormément de mines, notamment en Bolivie et au Chili. Et donc, on était en autonomie de nourriture, d'eau, etc. Et on devait remplir notre eau dans les rivières. Sauf que malheureusement, il y avait des mines de cobalt, de lithium juste à côté de nous. Et ça nous arrivait pendant 3 semaines, on ne pouvait pas remplir notre eau dans les rivières parce que les rivières étaient polluées. Donc, là, sur l'eau, on voit que ça a un impact vraiment direct qui nous perturbait. Et les populations locales qui ne pouvaient pas forcément acheter de l'eau ou transformer de l'eau, buvaient cette eau-là et avaient des gros problèmes de santé. Et ensuite, sur l'impact social, on a été accueillis, je me rappelle d'une fois, par une famille de mineurs qui nous a hébergés. On a passé une soirée assez magique avec eux, dans le froid. Ils nous ont hébergés, fait du thé. On a un petit espace pour dormir dans une maison
très insalubre par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et le matin, on s'est levé à 6 h du matin et en regardant par la fenêtre, on voyait un de leurs enfants, ils avaient 7 enfants, qui faisaient du stop pour aller à l'école. Et au moment où on partait à 8 h, le petit était encore en train de faire du stop, il faisait moins 3 degrés, il attendait une voiture pour aller à l'école. Donc c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que notre mode de vie aujourd'hui qu'on peut avoir a vraiment un impact social, un impact sur l'eau, un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça que j'essaye au sein de mon entreprise, au sein de mes actions, de faire des choses pour transformer. Et je pense que je suis content de vous partager ce message-là parce qu'on a besoin d'autres acteurs sur ce sujet-là et on a besoin d'avancer. Bravo. Alors moi, je ne vais pas vous parler de mon mari, j'en ai pas, j'en ai plus. Mais c'est beau cette histoire, c'est vachement, c'est bien, c'est chouette d'entendre ça directement. Bravo pour le vélo aussi. Alors moi, je peux vous parler un tout petit peu, c'est pas une anecdote personnelle directement, mais c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps et que je suis. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'extraction minière, bien sûr. Alors juste pour ceux qui n'aiment pas forcément lire des bouquins, parce qu'on a plein là-dessus, ceux qui n'ont pas l'habitude, donc qui n'ont pas envie trop de lire, etc. Vous avez aussi des podcasts que je fais, des podcasts audio, qui sont des témoignages justement sur toutes les questions alors extractives, la question de l'assemblage, la question de ce qu'on appelle les salvagers, c'est-à-dire ceux qui récupèrent notamment au Ghana, au Nigeria et autres, mais à au Ghana notamment, toutes les questions des e-waste, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et ça, c'est des petits podcasts de 20 minutes, donc vous gagnez un peu de temps, vous avez la réalité qui est assez importante et qui est, voilà. Alors moi, je voudrais juste faire un petit focus sur la question de l'assemblage, parce que finalement, on a l'impression que c'est assez, enfin, je sais pas que c'est cool, mais c'est des entreprises comme les autres. En fait, les entreprises électroniques, ce ne sont pas des entreprises comme les autres. On me dirait les entreprises de textile, tout ça, c'est pas mieux non plus. Mais enfin, c'est une des pires au monde en termes on peut même parler d'esclavagisme. Alors, je vais vous parler juste de l'entreprise qui s'appelle Foxconn. Est-ce que vous avez entendu parler de Foxconn? Alors, Foxconn, c'est une entreprise qui cumule tous les handicaps, la totale. Alors déjà, là, maintenant, il y a une poursuite pour fraude fiscale. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas le pire. Mais il faut savoir que c'est une entreprise d'électronique qui est la plus grande au monde. Elle engage, elle a embauché 1 300 000 personnes dans le monde. Alors, elle est présente en Chine précisément, mais pas seulement. En Europe de l'Est aussi, et surtout en Chine, en Inde, maintenant, elle a 2 ou 3 établissements. Et alors, tout ça pour dire qu'on y travaille comme des vrais esclaves, mais c'est vraiment le mot qu'il faut. Et vous savez, vous vous souvenez de quand date le taylorisme, le système scientifique du travail? Quelle date, quelle année? Voilà, alors, moi j'ai gardé en tête 1911 dans ma tête, mais en gros, 1901, c'est très bien. 1920, pardon, c'est très bien. Eh bien, Foxconn, il faut s'imaginer que c'est exactement ça. C'est des usines qui font la taille de Toulouse, en gros. Enfin, déjà un peu, mais presque. En tout cas, la taille de ma petite ville dont je viens aujourd'hui. Et du coup, c'est des usines de taille urbaine, finalement gigantesque, où on pratique un terrorisme digne des pires romans de Dickens. Je ne sais pas si vous avez lu Dickens, mais c'est la pire des pauvretés et de dureté du travail. Et puis, on y pratique non seulement cet esclavagisme salarié, finalement, donc c'est pas vraiment de l'esclavage puisqu'on est quand même payé, mais il faut voir combien, des clopinettes. Et puis surtout, on a aussi tout un service quasi militaire pour pouvoir diriger cette entreprise-là. Pourquoi je vous parle de Foxconn? C'est parce que c'est là où se passe la plupart du temps les chaînes de montage des iPhones. Alors en général, je ne prononce plus ce nom depuis déjà un bon bout de temps. Là, c'est une exception. Parce que ça me fait très mal, parce que maintenant, je sais qu'il y a la vérité derrière. Donc, cette usine d'assemblage, elle est très, très dommageable à différents titres, et aussi sanitaire. Donc, j'en rajoute une petite couche, parce que c'est un truc qu'on pourrait éviter, mais on ne l'évite pas, et on ne sait pas pourquoi. Si, pour des raisons bien sûr économiques, ça coûterait 1 euro de plus de changer et d'enlever et de ne plus utiliser du benzène ou de l'hexane, qui sont des solvants très, très toxiques, qui, au bout de 2-3 ans d'exposition, peuvent provoquer des cancers, notamment des leucémies particulières. Ça a été le cas des salariés de Foxconn, de certains, pas tous évidemment, salariés de Foxconn, qui font que ils essaient de demander la responsabilité, la responsabilité de l'entreprise, mais la responsabilité, elle est
difficile à avouer. Et donc, ça prend des années, des années. Et vous savez que, enfin, si vous connaissez un peu la question du cancer, si vous attendez un petit peu, la chimio, c'est trop tard. Donc, si vous êtes intimisé au bout de 3-4 ans, bah, vous avez déjà été, soit vous êtes dans la tombe, soit vous êtes ailleurs. Donc, du coup, grosso modo, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des énormes problématiques à la fois de conditions de travail, de salaire, des conditions sanitaires mais terribles, et puis des conditions aussi, je dirais, ce sont des jeunes de la campagne qui viennent travailler à Foxconn parce qu'ils pensent que c'est vraiment le miroir aux alouettes, ils pensent qu'ils vont pouvoir à la fois avoir un petit salaire et pouvoir l'envoyer à leurs parents qui sont des paysans qui ne peuvent plus travailler pour des tas de raisons. Et donc, c'est vraiment un désastre à plusieurs échelles. C'est à la fois une jeune génération qui se sacrifie complètement pour rien, et puis qui peut éventuellement être malade, on l'a vu. Et puis, c'est à la fois des générations qui ne peuvent pas prendre en charge leurs parents qui eux-mêmes sont en problématique de grande fragilité au niveau en tant que paysan chinois, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça qui est terrible. Et puis, il y en a plein d'autres à donner, mais voilà, il n'y a aucun constructeur qui est en odeur de sainteté et qui fait les choses correctement. Mais Apple en particulier, puisque c'est le principal fournisseur d'Apple, hein, Foxconn, Apple est vraiment le pire qui soit à ce niveau-là, à la fois environnementalement, à la fois d'un point de vue humain, à la fois d'un point de vue social, d'un point de vue vraiment des droits, etc., bafoués. Donc c'est important de l'avoir en tête. Après, on fait comme on veut, comme on peut, comme on veut, mais c'est important de l'avoir en tête parce qu'il faut savoir ce qu'on veut et choisir son camp, je pense. Hein. Vous pouvez passer le micro à Dorothée qui va essayer de rattraper son retard sur son parole. Et on va essayer de parler de la fracture numérique, puisque c'est un petit peu le plus ce dont vous suivez l'expert. Oui, donc effectivement, il y a des répercussions humaines sur les personnes qui sont en charge de la fabrication. Et puis, il y a des répercussions sociales au niveau de l'utilisation, en fait, parce qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle en situation d'électronisme. Donc, c'est comme quand on est illettré, hein, mais pour le numérique, et c'est pas juste quelques milliers de personnes, c'est une personne sur 5 en France, ce qui est juste énorme. Donc, en parallèle, on a, juste pour donner l'exemple, une administration française qui se dématérialise, avec 100% des démarches dématérialisées. Normalement, c'était en 2022. Bon, ils se sont rendus compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Voilà. Il y a beaucoup de paradoxes comme ça. Du coup, l'idée, moi, je vais plutôt parler de solution, hein, je vais décrire, avec du bénévolat, donc dans Voice Connect, qui va vraiment permettre de lutter contre cette fracture numérique et de permettre aux gens de raccrocher le wagon autant que faire se peut, avec trois dimensions d'aide équipées, un prix solidaire, mais avec des publics plutôt précaires, donc équipés à travers du matériel récupéré auprès d'entreprises, reconditionné dans des ESS, là, et revendu à des prix assez faibles. Ils vont permettre aussi de les connecter, puisque en fait, si on n'a pas, on peut très bien avoir un joli téléphone, si on n'a pas de forfait Internet, on ne peut rien faire. Donc, partenariat aussi avec SFR, et accompagner, bien sûr, donc former les personnes, les acculturer au numérique pour que ce soit plus un problème, le numérique, à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'était plutôt sur un point de vue un peu plus solution. Donc engagez-vous, devenez bénévole, aidez les gens autour de vous. Vous avez sûrement peut-être des grands-parents qui n'ont pas forcément les habiletés numériques. Or, demander une retraite de nos jours, ça se passe que en ligne. Voilà. Aider les gens si vous pouvez un maximum, parce que je pense, je ne peux pas tout m'avancer, mais je pense que vous avez, vous, les habiletés du numérique, vous ne vous rendez même pas compte de la richesse que ça représente pour plein de gens qui en fait n'ont pas accès à tout ça. N'hésitez pas également à donner vos téléphones que vous n'utilisez pas pour qu'ils soient reconditionnés, comme là, même dans la Toulouse, il y en a.
Voilà, il y a plein d'actions en fait pour se rendre compte du fait qu'on soit privilégié, et peut-être que nous on en abuse un petit peu du numérique. Je fais avec mon ordinateur, là je travaille tous les jours dessus. J'en ai vraiment conscience, c'est pour ça que j'essaie de un petit peu contrebalancer et essayer d'être un peu plus à l'équilibre. Voilà. D'être un peu plus positif, mais en fait, c'était. Merci Dorothée. C'est plein de choses. On approche de la fin et du coup, on va essayer de vous donner des solutions et des pistes parce que le tableau, on s'en doutait, il est noir. Mais il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on peut faire d'un point de vue, c'est là, à vous trois, je vous demander qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue individuel, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour aller dans le bon sens et qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle de la société. C'est vraiment les trois niveaux. Si vous avez des idées, des pistes, des choses très très concrètes, effectivement, on travaille toujours sur les choses qui ont le plus d'impact possible. On l'a compris, je pense que l'usage et la durée de vie de nos appareils, c'est un très gros vecteur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Merci beaucoup. En fait, on a fait exprès, je pense, de aussi vous dresser un tableau noir, parce que c'est le consultant en conduite du changement qui vous parle. Je ne sais pas si vous l'avez étudié, mais la courbe du conduite du changement, c'est de vous faire prendre conscience. Ensuite, on passe par une étape de déni, et après, vous montrer les solutions. Et il en existe plein, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à faire. Le sujet, il commence à être documenté, on a plein d'informations, on sait ce qu'il faut faire. Et je pense que vous allez pouvoir aussi notamment représenter deux types de personnes aujourd'hui, individuellement en tant que consommateur, on l'a vu tout à l'heure, sur vos drives, réduire l'espace de vos drives, sur vos PC, allonger la durée de vie de vos téléphones, vos PC, etc. Mais aussi le dernier sujet, c'est que demain vous allez rentrer sur le marché du travail, vous allez travailler avec des entreprises, il y en a qui veulent faire peut-être du conseil en RSE, donc du conseil en RSE, vous allez rentrer dans toutes ces politiques-là, vous allez devoir choisir une entreprise, donc plein d'entreprises qui ont des certifications, Bicorp, EcoVadis, qui sont des entreprises à mission, et c'est vous, en tant qu'acteur, vous allez devoir choisir des entreprises qui sont en accord avec vos valeurs, et je pense que c'est la première étape à faire pour vous, c'est de choisir des entreprises qui vous conviennent et qui sont déjà acteurs sur ces sujets-là. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a plein de certifications, mais c'est important, je pense que ce message-là que je vais vous donner, de choisir d'être acteur dans votre formation et vers quoi vous voulez aller. Faites les choix qui vous correspondent. De continuer dans la question des certifications, des labels et tout ça, effectivement, il y a un label qui existe maintenant depuis 3-4 ans. C'est le label numérique responsable, donc que vous avez vous, je crois, et tu disais, Timothée, vous l'avez, vous êtes en train de. On a le label niveau 1. Niveau 1, et je cherche à l'avoir le niveau 2, c'est 2 niveaux. Voilà. Bon, c'est un label que je connais très très bien. Alors, il n'est pas. Quand on est labellisé, on n'est pas sain, on n'est pas parfait, pas du tout. Hein. Mais on tend vers quelque chose de effectivement un peu mieux. Et le label numérique responsable, je le connais bien parce que c'est moi qui anime effectivement au sein de l'agence Lucie, d'une agence RSE, etc., qui a plein de labels de ce type-là, et qui donc porte ce label-là depuis quelques années. Donc j'anime les 2 journées concernant ce label, c'est une formation obligatoire. Et la 3e journée, c'est uniquement le process label, etc. Donc ça, c'est une piste aussi. Pourquoi le label, ça peut être intéressant? C'est pas parce que moi j'adore les labels, pas du tout. En plus, je suis assez critique là-dessus, même si j'aime une formation. Mais par contre, ça permet d'avoir un cadre. Ça permet d'avoir finalement voilà, un cadre pour avancer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc dans ce sens-là, je te rejoins. Après, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est sur la question des. Alors, moi, dans le cadre de mon association, moi, je suis plus par rapport au grand public et dans le cadre de mon boulot de formatrice, je suis plus dans les entreprises, enfin, avec les entreprises. Je ne suis pas dans une entreprise du tout, mais je travaille avec les entreprises. Du coup, effectivement, tout ce qui est plus corporate, etc., et institutions, organisations, il y a plein de choses importantes. Il y a effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, il y a beaucoup de référentiels maintenant qui sont intéressants. C'est parce qu'on n'avait pas ça il y a 10 ans. Hein. Donc, on a des référentiels sur l'éco-conception de services numériques, qui est un levier absolument essentiel. Donc, il faut se rappeler que tout service numérique est sous-tendu par la matérialité. Hein. Donc, cette notion de dématérialisation, même si c'est le terme démat, c'est le terme utilisé, c'est en fait un terme qui est totalement impropre, puisque c'est matérialisé autrement. C'est matérialisé de façon électronique, manque de bol. Donc ça, c'est pas du tout dématérialisé. C'est pas du tout dématérialisé. Pour les entreprises, donc elles ont effectivement des possibilités donc, de cadrer grâce à des certifs et des labels et tout ça.
Et puis, elles ont la possibilité d'avoir effectivement des référentiels, comme ce que je viens de citer, et le guide des bonnes pratiques, par exemple, qui a été fait par l'INR et la DIUM, des choses comme ça. Donc ça cadre un peu les affaires, mais c'est vraiment pas le plus difficile. Moi, je dirais que la mise en place, c'est pas toujours facile en entreprise, mais c'est pas le plus difficile à appréhender, parce que là, vous avez vraiment des référentiels, des guides qui sont clairs et nets, assez clairs et assez nets. En revanche, ce qui est difficile, c'est justement, c'est un peu la première série de la courbe en question, là, du changement et autres. C'est-à-dire que, en fait, il faut vraiment avoir le courage de descendre vers le précipice. C'est hyper important. Parce que, et regardez si vous êtes intéressé, regardez l'expérience de Octo, technologie, j'imagine que vous connaissez, il y a un témoignage magnifique d'Alexis Nicolas sur ça, c'est-à-dire il explique comment il a découvert le truc au sein de son entreprise et comment il s'est rendu compte que c'était absolument vertigineux, comme c'était horrible de découvrir l'histoire à partir des émissions de gaz à effet de serre, et comment en fait il arrive à finalement se retrouver et à se dire bah non, mais en fait on sait qu'est-ce qu'il va falloir faire pour faire mieux, etc., etc. Donc cette espèce de courbe qu'il a suivie est vachement intéressante, et c'est pas du pipeau là pour le coup, c'est une réalité. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, alors nous, ce qu'on essaie de faire, donc, en termes d'entreprise, on peut vraiment faire beaucoup. C'est super plus facile maintenant de faire qu'avant, parce qu'avant, maintenant, vous avez la documentation, vous avez l'écosystème qui tient à peu près la route. Je ne parle pas je parle pas des mafieux de l'écosystème qui y sont aussi, parce qu'il y en a toujours qui sont planqués et qui cherchent à faire du business juteux et qui ne pensent pas à la responsabilité. Mais ça, on ne parle pas d'eux, on parle des gens bien. Donc, voilà, on les met un peu de côté. Il y en a quand même, malheureusement, les marchands sont entrés dans le temps, même dans le temps du numérique responsable. Hélas, c'est comme ça. Voilà. Mais par contre, donc voilà, en termes d'entreprise, c'est vraiment facile à mettre en place, dans le sens où, en tout cas, vous avez au moins le menu. Découvrir le menu est facile. En revanche, quand on est sur la partie publique, moi, ça m'importe beaucoup, parce que la partie publique est tout aussi importante que la partie entreprise. Hein. Il y a le pouvoir public, les citoyens et les entreprises. Donc, si on est trois, et si on n'a qu'une qui bouge, ça ne marchera pas. Donc, au niveau du grand public, moi, c'est un peu mon job au sein de Point de Mire. On essaie de faire à la fois, comme Louise, tu me disais que vous faisiez des ateliers en primaire. Nous, on a mis en place des ateliers qui s'appellent Voyage au cœur de vos smartphones en primaire, CM1, CM2. D'ailleurs, j'en ai même donné en Occitanie il y a quelques mois. Et on en donne dans toute la France. On pourra en reparler éventuellement si tu veux. Bon, voilà. Et pourquoi CM1, CM2 ben, c'est génial que vous fassiez cet âge-là, parce que c'est avant la bascule du smartphone. Et là, c'est vraiment là que tout se passe, donc c'est hyper important de cibler ces gens-là. Et c'est d'ailleurs dommage que les enfants aient des parents, si j'ose dire. Pourquoi bah, évidemment, pourquoi? Parce que moi, j'adore les miens, hein, et puis je suis parent aussi, donc voilà. Mais je dis ça parce que si on s'adresse qu'aux enfants, eh ben, le problème, c'est qu'ils vont faire des trucs dans leur famille, et les parents, s'ils continuent à bouffer toujours avec un smartphone à table, c'est nul et non amusé, c'est pas la peine d'avoir fait des ateliers avant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. J'espère que vous avez compris les fonds de ma pensée. Voilà. Moi, j'ai été très mauvais parent aussi. J'ai fait des tas de bêtises. Dernière chose à vous dire, si ça vous intéresse, et là je m'adresse plutôt à Louise pour le bureau des affaires, machin truc. J'arrive pas à retenir BRD, B3D, B3D, mais que je B3D. Je t'ai amené justement des exemplaires de 2 nouveaux guides qu'on a sortis, alors qui sont d'une part gratuits, d'autre part imprimés, donc ils sont jolis à voir, et troisièmement, l'impression n'est pas mauvaise en numérique responsable, il faut juste le savoir. C'est une fausse mauvaise idée. En fait, c'est très bien d'imprimer. L'essentiel, c'est d'imprimer bien, et d'imprimer, c'est absolument pas moins bien que de dématérialiser. C'est vraiment très important parce que c'est un gros cliché qui traîne depuis perpète parce qu'on ne savait pas répondre. Mais c'est vraiment pas mauvais d'imprimer. Ce qu'il ne faut pas, c'est imprimer n'importe comment. Voilà. Donc, je vous les ai amenés parce que c'était l'occasion. Et du coup, je vous en donnerai volontiers, évidemment. Et du coup, il y a 2 guides intéressants. Le premier, c'est que j'ai justement donné à Emmaüs Connect à Paris. C'est un carnet de santé poste de travail qui, en fait, est censé faire comme un carnet de santé pour nos gamins, c'est-à-dire quelle est la température, ou alors l'huile dans le moteur pour les carnets d'entretien de voiture. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on signe tout ce qui se passe pour notre entité ordinateur, alors c'est valable que pour les ordi pour l'instant, mais on a le même projet avec peut-être Common, etc. pour les téléphones. Donc ça, c'est un premier point, donc je vous ai amené quelques exemplaires. Et deuxièmement, je vous ai amené aussi un nouveau guide qu'on vient de sortir
qu'on a fait pour France Nature Environnement, qui est, comme son nom l'indique, très proche de l'environnement, ce qui est assez rare dans l'écosystème numérique responsable. Ils ne sont pas proches de l'environnement au sens strict du terme. Ils s'appellent souvent green, donc les arbres ne connaissent pas leur nom. Moi, j'essaie aussi d'apprendre un peu, parce que c'est aussi vachement important, c'est reconstruire le vivant. Et du coup, ce guide-là, là, je vous l'offre aussi volontiers, c'est vraiment un guide qui amène à se poser les bonnes questions au début, un guide ensuite de bonnes pratiques, et ensuite de vraiment essayer de partager, non pas la bonne parole, parce que je ne fais pas du prosélytisme, mais des messages qu'on estime être un peu plus vertueux. Voilà, pas verts, mais vertueux, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de les feuilleter, je vous les dirai volontiers. Donc, ça fait partie aussi de notre action de tous les jours. On est vraiment sur le pont tout le temps. Et là, par exemple, je suis venue avec plaisir, parce que je savais que j'aurais des étudiants et des étudiantes en face de moi. Et j'ai fait des centaines de kilomètres bénévolement, parce que d'abord, ça me branche. Deuxièmement, c'est important. Et troisièmement, j'ai peut-être le secret espoir d'avoir des discussions passionnantes après. Voilà. Donc, même si ça l'était déjà. Donc voilà, tout ça pour dire que notre action, c'est nous, on propose aucune solution. On propose, et ça sera le mot de ma fin à moi, parce que je suis super bavarde, je me rends compte, c'est des perspectives de direction, de redirection possible. Ça, je préfère dire ça comme ça, parce que à notre sens, il n'y a aucune solution, il n'y a que simplement des redirections et des alternatives à imaginer. Donc, a priori, la meilleure redirection, c'est le less tech. Low-tech, déjà, vous connaissez, mais pour nous, c'est vraiment less tech. C'est moins de numérique. Ça ne veut pas dire pas, hein. Ça veut dire moins. Typiquement, moi, par exemple, j'ai un smartphone, je n'ai pas d'appli là-dessus, quoi. Je n'ai pas d'appli, quoi. D'ailleurs, j'ai un téléphone, je pourrais même le changer à un téléphone normal d'avant, parce que je ne fais que téléphoner et envoyer des SMS. Donc, en gros, ça ne va pas loin. Et je ne suis pas malheureuse pour autant. Je tiens à ce que vous sachiez. Ça peut paraître ringard, et c'est vraiment par engagement. Et je suis plutôt très libre, parce que je n'ai pas de sans fil à la patte. Quand je fais du vélo, je fais du vélo. Quand je discute avec quelqu'un, voilà. Tout ça pour dire que less tech, donc moins de numérique, je pense que c'est ça la meilleure solution. C'est pourquoi on voulait parler de solution. Il y a plein de bricoles, pareil. Est-ce que tu veux que je prenne une minute pour dire ce qu'on fait chez CGI sur le sujet? Une minute d'abord. Et rapidement, parce que, comme disait parfaitement Béla, il n'y a pas de solution, mais juste les actions qu'on a entamées depuis 2015. On travaille sur la fin de vie, nos services informatiques et sur le sourçage des ordinateurs qu'on choisit. Et derrière, comment est-ce qu'on les met en fin de vie? C'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Ensuite, on parle beaucoup d'éco-conception et en effet, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre chez nous. On est loin d'être parfait, mais on a pour ambition de former tous les consultants. Rapidement ce que c'est. Rapidement, l'éco-conception, c'est par exemple, je vais prendre l'exemple d'un t-shirt, ça va être de choisir les matériaux qui vont être moins émettrices, donc le tissu qui va être moins carboné, qui va avoir le moins d'impact, de choisir la méthode de fabrication pareil, qui va avoir le moins d'impact, la méthode de distribution et le vendre. Donc, c'est d'avoir une idée holistique et empirique du produit pour réduire son impact. Donc, sur un service numérique, une application, un site internet, on va pouvoir travailler sur tout ça pour réduire son impact. Pour vous donner juste une statistique, j'adore ça, avec les 60% des fonctionnalités d'une application ne sont pas utilisées. Donc sur l'éco-conception, on va travailler sur ça pour que l'application n'ait que 40% de son application, qu'elle soit vraiment utilisable et utile pour tout le monde, pour les personnes qui vont être tétraplégiques, qui vont se balader sur un site internet seulement avec un ou deux clics, pour les personnes qui ont des problèmes de vue, etc. Donc on va travailler sur tout ça quand on va faire l'éco-conception. Ça, c'est un axe fort chez nous. Et donc on va travailler sur nos cycles de vie, sur l'éco-conception. Et derrière, on va essayer de travailler avec nos clients pour les orienter aussi vers ça. Il y a encore beaucoup de boulot sur ce sujet. Ben, ça rejoint un petit peu ce que tu dis, la place de l'humain. C'est militant de ne pas vouloir tout le temps être greffé à un téléphone. C'est bien de ne pas utiliser un téléphone. Moi, je parle de smartphone, remettre de l'humain dans tout ça. Prendre plus soin de l'humain par rapport au numérique. Je pense que parmi vous, il y en a qui sont obligés d'écouter en train d'être sur leur téléphone. Et c'est vraiment ça que je veux dire. Voilà. Merci beaucoup. Allez, sur les 5 dernières minutes, on lève le nez du téléphone. Est-ce qu'il y a des questions?
des gens qui veulent poser des questions sur des sujets qui ont été abordés, des choses qui n'étaient pas forcément claires. Allez, la première, tu auras plus dur. Il n'y a pas de main qui se lève. Vous avez tout compris? Vas-y, du coup, pas droit. Par rapport à la fracture numérique, c'est quel type de personnes qui sont concernées? Parce qu'on n'a pas trop parlé. C'est dans quel scénario on est touché par la fracture numérique? Ça va être beaucoup les personnes âgées, puisqu'ils n'ont pas forcément suivi tout le changement qu'il y a pu y avoir. Et puis, on retrouve aussi des personnes précaires, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment un rapport au numérique qui est possible dans leur vie. Et on peut avoir aussi des personnes peut-être qui ont fait peut-être moins d'études, puisque là aussi, elles ont moins d'occasions de se retrouver face au numérique. Mais je prends l'exemple de l'administration française, ils se mettent au niveau où tout le monde est CSP+, tout le monde a fait des études, tout le monde parle parfaitement le langage numérique. Hein, et tout le monde est blanc, et tout le monde est hétéro, et tout le monde est... Non mais c'est vrai, et tout le monde, enfin, c'est une vision patriarcale et blanc, c'est hétéro. C'est très normé, en fait, le numérique, on s'en rend pas compte parce que nous, on est quand même assez normé, d'études, voilà, vous avez à peu près 20 ans, vous connaissez tout ça, mais en fait, tout le monde n'est pas comme nous. Sauf que, je sais pas si c'est clair, les personnes âgées prennent cher. Allez, des questions. Des questions. Des questions. Vas-y. Elle est plus près, désolé. Alors, moi, c'est une question par rapport justement quand on parle de la vieillesse des personnes qui empêchent l'accès à l'informatique, enfin au numérique. C'est quoi votre avis sur ça, sur les années à venir, en fait? Parce que moi, par exemple, quand j'ai fait un stage en banque, j'ai clairement vu ça, en fait. La banque qui maintenant met tout en ligne. Ce que vous faites en agence, ça prend des frais. Ce que vous faites en ligne, bah, c'est gratuit, c'est super. Mais par contre, vous avez en permanence des personnes âgées qui viennent et qui ne comprennent rien. Donc, c'est concrètement ça. Et les personnes vieilles d'aujourd'hui, c'est nous demain, en fait. Donc, c'est quoi votre avis sur le long terme? Est-ce que l'informatique va être de plus en plus accessible à tout le monde? Ou est-ce que ça va empirer? Il y aura toujours des... Finalement, la fracture, est-ce qu'elle ne sera pas toujours présente, en fait? C'est ça que je veux dire. Non, vas-y, c'est ton rayon. Moi, j'ai un avis. Alors, je dirais que bon, si vous êtes les personnes âgées de demain et que le numérique reste au niveau où il est, a priori, ça devrait aller. Le problème, il est, est-ce qu'on va encore plus numériser de choses, puisqu'on tend vers tout numérique. Et là, il n'y a pas vraiment de solution. Peut-être une action, déjà, essayer de militer pour continuer à garder de l'humain. Par exemple, travailler dans une banque, peut-être à votre échelle, dire bon ben ok, on veut bien mettre quelques informations en ligne, etc., mais il faut qu'on prévoie d'autres canaux. Ça peut être du téléphone, ça peut être par courrier, ça peut être en visu. Souvent le numérique on l'utilise parce que ça coûte moins cher. Or les personnes, si elles ne peuvent pas utiliser le numérique, elles vont devoir utiliser d'autres moyens et ça va quand même coûter de l'argent. Et donc c'est un peu ça qu'il faut essayer de reposer le numérique. C'est pas gagner des millions, c'est pas si facile que ça. Donc, on en reste là. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin. Ça devrait aller en termes de voiture. Il faut aussi prévoir des alternatives, d'autres canaux. Juste rapidement, il y a quelques signaux positifs sur ce sujet-là. Par exemple, il y a des lois en vigueur qui obligent tous les sites à respecter les référentiels d'accessibilité. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, mais ça tend vers ça. Donc, il y a quand même quelques signaux positifs qui vont vers ça, mais c'est hyper important d'être vigilant là-dessus. Ouais, le problème, c'est que les entreprises qui sont obligées de suivre le RGDA, le fameux référentiel d'accessibilité, ces entreprises publiques, bon, ça, c'est quand même le BABA, a priori, mais dans le secteur privé, ce sont les entreprises qui sont supérieures à 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas la petite PME du coin. C'est pas c'est l'essentiel du tissu économique, c'est pas celle-là. Donc en fait, c'est des signaux, tu as raison, bien entendu, mais je ne suis pas sûre qu'on soit dans le mood des petits pas. Si vous pensez qu'on a le temps des petits pas, ok, on se verra dans quelques années. Mais je ne suis pas certaine que ce soit le sujet actuellement. Les petits pas, c'est vraiment pas ça.
Et moi, je suis très sensible à la question effectivement, que tu as posée, parce que c'est une vraie question qui ne touche pas les personnes âgées comme celle de ma mère, j'ai parlé 87 ans. Je prends toujours cet exemple, en fait, elle n'existe pas, la 87 ans. Mais grosso modo, c'est même moi, je suis parfois en situation de handicap. J'en ai 58, moi. Je suis souvent en situation, et pourtant, je suis, bon, alors j'ai appris l'informatique à 22 ans, après c'est super tard par rapport à vous, mais en fait, ça fait quand même, j'ai fait de la route, quoi. Et c'est un outil, en plus, que j'adore, que je maîtrise très bien, mais je suis très souvent en situation de handicap en termes, au niveau numérique. Pourquoi? Parce qu'il y a certains trucs qui sont tellement mal faits et tellement peu conviviaux et tellement stupides, mais vraiment stupides. Hein. Alors, je pense à Chorus Pro, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez déjà manipulé, et c'est un truc en plus public et qui est vraiment très mal fait. Et puis, je pense aussi à des propositions numériques de l'État qui sont quand même imbuvables. Et il faut le reconnaître quand même, on ne va pas du tout dans le bon sens, à mon avis, au contraire. Donc moi déjà, je ne suis pas vieillarde, mais je suis souvent très énervée, en tout cas je vais mettre plus de temps. Voilà, évidemment, j'ai un petit peu des trucs sous le coude pour pouvoir me lutter, mais franchement, c'est pas gagné. Et puis, encore une fois, on n'est pas tous ni éduqués, ni blancs, on ne sait pas tous parler bien le français, en effet, on ne sait pas tous faire tout ça. Donc il y a l'essentiel, il est ailleurs, il n'est pas dans la salle. Quoi. Je crois qu'il y avait le collègue qui m'avait posé une question, mais il est parti. Il y avait Et après, si vous en avez d'autres, on fera des rapports. Non, ma question, elle était plutôt au sein de l'exploitation des ressources du coup naturelles. Est-ce qu'on peut être optimiste à l'heure actuelle, tant on connaît les difficultés de ces pays, notamment dans les pays où il y a ces ressources-là, en termes d'instabilité dans tous les sens, en termes géopolitiques, etc. Mais le manque d'alternatives, l'alternative serait plutôt de relocaliser et produire pour que l'entreprise ait des bonnes actions, mais au sein même de ces pays-là, est-ce que les ressources peuvent être bien exploitées tant c'est compliqué à imaginer en fait. C'est mon dada, donc je vais essayer de pas faire. Justement, que mes collègues puissent répondre. Alors, la question, c'est qu'effectivement, enfin, la question de ta question, ou en tout cas une partie de la remarque ou de la réponse, c'est que si vous écoutez, je vous conseille vraiment d'écouter quelqu'un qui s'appelle Aurore Stéphane, de l'association Système, enseignement ingénieur sans frontières, et ça devrait te passionner si tu es intéressé par le sujet, et vous au pluriel, j'espère. C'est vraiment l'ingénieure minière la plus pertinente qui soit sur ces questions-là. Et en fait, il y a un Thinkerview de 3 heures, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est 3 heures tellement c'est passionnant. Donc écoutez ce qu'elle dit, c'est absolument génial. Et de son point de vue, il y a deux choses. La première qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise minière ne peut jamais être correctement exploitée. D'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. Et même si tu faisais ça beaucoup mieux, ce serait toujours super sale. C'est dégueulasse, c'est crade. Vraiment. Ça, c'est le premier point. Donc, même si on le faisait, tu vois, même dans nos pays, hein, Guillaume Pitron, je ne sais pas si vous avez lu son bouquin, il avait envie il a évoqué l'idée, doit-on relocaliser, ou en tout cas réouvrir des mines en France, d'ailleurs c'est dans les tuyaux, hein, c'est le cas de le dire. Ça ne serait pas forcément mieux non plus, hein, ça serait bien parce que nous on a effectivement plus de lois environnementales et plus de normes, etc. Mais en fait on ne le ferait pas réellement, et puis on n'a pas envie d'avoir un truc crade sous nos pieds, on préfère vraiment que ce soit loin des yeux, loin du cœur. Donc déjà, mais quelque chose de propre, de bien exploitable correctement, ça ne serait pas possible, en tout cas au prix où nous l'entendons. Et c'est là que vient l'intérêt et la question d'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très content d'aller piocher dans le cobalt de RDC, de République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que ça coûte des clopinettes, parce qu'on engage, alors pour les entreprises artisanales, c'est 40 millions de francs d'après Amnesty International, et il y a aussi même parmi les autres entreprises, ou en tout cas mines industrielles, c'est aussi assez terrifiant au niveau du travail. Mais grosso modo, il faut savoir quand même que, par exemple, le cobalt, dont on a besoin pour les téléphones, mais précisément les batteries, voilà, exactement, c'est 60% est offert par la maison RDC. Hein. Je dis bien offert. Donc, je dis ça avec le cœur qui va aussi, hein, forcément.
mais c'est offert par la Maison République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le 6e, il faut le voir aussi relativement, c'est le 6e pays le plus pauvre au monde. Et c'est lui qui nous fournit gratuitement quasi 60% du cobalt mondial pour nos trottinettes, pour nos ordis, pour nos smartphones, pour nos trucs, nos petites conneries dont on n'a pas forcément besoin non plus et qui ont besoin de batterie. Donc ça, c'est quand même vachement important de voir. Et puis, la question aussi, et c'est pour ça que je citais Aurore Stéphane, ça sera le dernier point, parce que c'est un peu long en fait à expliquer, c'est que vous savez que l'Europe, elle a une super idée, c'est de faire un Green Deal. Le Green Deal. Ça sonne bien, hein? Ça sonne vert un peu, de loin. Mais c'est vraiment loin d'être la prairie. Hein. Pourquoi? Parce que on vous promet, par exemple, dans le Green Deal, il y a aussi l'histoire des voitures thermiques qu'on va plus pouvoir utiliser, donc au profit de voitures électriques, etc., etc. Il faut savoir aussi que la question du numérique, c'est la question de l'électronique au sens large, et donc c'est aussi la question des bagnoles, de la mobilité, c'est aussi la question de l'aérospatiale, c'est nos amis d'Airbus qui ne voudraient pas le contraire, c'est la question aussi de plein d'autres secteurs. Donc de toute façon, le numérique et l'électronique, c'est absolument partout, etc. Donc la grosse question qui se pose, c'est qu'avec ce Green Deal qui a été donc décidé, je ne sais pas trop comment, Aurore Stéphane, que je citais tout à l'heure, a fait son petit calcul, elle a sorti sa petite calculette, elle a dit, ah, 2030, il faudrait ça, ça. Ah, mais ça fait combien de cobalt de plus? Ça fait combien de tungstène de plus? Ça va faire combien de nickel? Elle a cité le nickel. Fois 20. Donc, on veut des voitures électriques, on veut plus de numérique tout le temps, etc., etc., parce que tu l'as bien signalé et souligné, il y a de plus en plus de numérique. Mais ça c'est la table de Manaliev qui était projetée tout à l'heure. Elle est sollicitée beaucoup plus qu'avant, et elle va être encore plus sollicitée. Hein, tous les éléments que vous voyez ici sont de plus en plus sollicités. 61 éléments de la table de Manaliev figurent dans vos smartphones. Le smart de votre phone, équivalent à 30 éléments supplémentaires, si on compare avec les téléphones ancienne génération, type Smartphone et compagnie. Donc la smartitude, comme dirait, c'est 30 éléments en plus. 30 éléments en plus, c'est 30 éléments à aller chercher avec des tonnes excavées, voire ensuite des tonnes de terre excavées pour pouvoir trouver 0,3 mg de machin truc, etc. Donc c'est de la folie totale, c'est de la folie collective. Donc pour finalement répondre à ta question, c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Et là, je suis désolée du tableau noir parce qu'il est noir, 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 noir de chez noir. Mais comme vous êtes super jeune, vous avez la possibilité de dire non, 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 non. Et oui, 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 il y a des trucs qu'on a envie d'avoir. Moi, je suis un peu à la lisière des voix. Je ne sais même pas s'il faut que j'ai un peu d'espoir ou pas. Mais peu importe. Mais mes enfants, eux, ils en ont. Ils ont votre âge. Ils ont votre âge et justement, ils disent non. Pas forcément que à ça. Hein, pour le reste, sur les 3D, là, après, surtout tout ce qui est développement durable, etc. Il faut pouvoir être capable de dire non, moi je veux un truc qui me plaît, je veux un truc qui tient la route. Je veux que ça soit soutenable. Donc l'histoire de la mine, et des ressources abiotiques, c'est 1 à 2 générations. Donc déjà, de toute façon, à la limite, si on en a plus, on posera bien la question. Le problème, c'est que si ça ne faisait pas des ravages, moi je m'en foutrais complètement qu'il y ait plus de métaux. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'embête, c'est qu'il y a des ravages jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'est ça qui ne me plaît pas trop. Très rapidement, j'en profite pour faire mon mot de la fin et être un peu plus positif. Ouais, vas-y. Et boucler la boucle. J'ai commencé par vous parler du rapport de l'ADEME-ARCEP en disant que si on continue ce scénario-là tendanciel avec 20% d'utilisation du numérique de plus par an, on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui sont de plus de 300% en 2050. Il y a un scénario que j'aime beaucoup dans les 4 scénarios qu'ils ont créés, c'est le scénario frugalité, où on pourrait réduire de 15% notre impact. Là, on parle de CO2, mais derrière, on va réduire sur tout ça. Et ça passe par l'augmentation, l'éco-conception de tous nos services numériques, l'éco-conception du device aussi, l'allongement de la durée de vie de 2 ans, d'autres solutions comme la suppression des télés pour les remplacer par des rétroprojecteurs, qui vont avoir un impact beaucoup moins. Donc, voilà, n'hésitez pas à lire ce rapport qui est super intéressant et qui montre qu'une autre voie est possible. Et par contre, comme dit Béla, il faut vraiment qu'on y aille de suite et qu'on se retrouve tout le monde. Potentiels veulent partir. Donc, ce que je dirais, c'est juste à utiliser moins vos téléphones. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser, vous pouvez venir les poser. Merci encore. Bonne soirée.
peut dépasser. Ok.